Et voilà qui nous conduit au magazine du dimanche. Nos invités sont installés. Gervais Rigaud, l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé, et Coco Ranzi, un supporter des éléphants. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. On va tout de suite suivre cet élément vidéo que nous propose Davis Oyo et le service société. Puis ensuite, on revient pour échanger. La phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin le mercredi 24 janvier dernier. Sur 24 équipes, 16 ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale. Qualifiés extrémistes grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie, les éléphants accèdent au second tour après leur naufrage collectif sur un score sans appel de 4-0 face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale. Cette défaite des éléphants a provoqué le limogeage du sélectionneur Jean-Louis Gasset et son adjoint pour insuffisance de résultats. Tout comme les sélectionneurs de l'équipe masculine de football de Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à payer les mauvais résultats de leur équipe nationale dans cette compétition africaine. Jamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, Jalel Kadri de la Tunisie, Adel Amrouche de la Tanzanie, Tom Saint-Fiet de la Gambie et Chris Hugton du Ghana. Au total, ce sont 6 entraîneurs limogés et démissionnaires enregistrés à l'issue du premier tour de la CAN Total Énergie 2023. Pourquoi les sélectionneurs sont-ils les premiers montreurs du doigt en cas d'échec? Les stratèges sont-ils en panne d'inspiration? Ces sélectionneurs sont-ils des mauvais choix de fédération? Au regard des faits constatés, on peut le dire, à la CAN 2023, les entraîneurs n'ont pas droit à l'erreur. Les entraîneurs n'ont pas droit à l'erreur. Est-ce que ça signifie, coach, qu'un entraîneur, quand on le choisit, il n'a pas, même une défaite, il doit pas en connaître? Non, il peut faire des défaites. Je pense que c'est pour insuffisance de résultats que les entraîneurs sont partis. Ils ont un cahier de charges où ils ont des objectifs à atteindre. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, on évalue la situation, puis on fait le point. Et dans le point, c'est dit que si tu n'arrives pas, voilà, tu démissionnes. Mais est-ce que déjà un premier tour de Coupe d'Afrique, un premier tour, 3 matchs, juste 3 matchs, est-ce qu'on peut déjà qualifier d'insuffisant leurs prestations? Alors, il faut dire que, comme quoi qu'il a dit, on leur fixe des objectifs qui sont précis, soit passer le premier tour et aller plus loin. Mais quand dès le premier tour, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, on prend 4-0, alors qu'on s'attendait à tout sauf à ce résultat, mais il est clair que le coach n'a pas atteint son objectif. À partir de ce moment, si dans le contrat il était donc défini qu'il devait nous rapporter donc la coupe, il est clair que les résultats sont en deçà donc, des attentes de l'employeur et donc naturellement il devra donc rendre l'établi. Je pense que c'est tout à fait normal. D'accord. Déjà, pour ce premier tour, et si on essayait d'en faire un bilan, qu'est-ce qu'on peut dire, ce premier tour? Pour le premier tour, sur le plan organisationnel, il faut féliciter la Côte d'Ivoire. C'est vraiment extraordinaire. Le président de la République avait donc promis dès le départ qu'il allait organiser la Coupe d'Afrique, jamais organisée donc en Afrique. Beaucoup étaient dubitatifs, mais aujourd'hui, le résultat est là. Le monde entier reconnaît que la Côte d'Ivoire, en termes d'organisation, en termes sécuritaires, en termes donc d'accueil, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, les infrastructures sont de qualité. Et donc, à ce niveau, le bilan est positif. Même si on n'a pas encore terminé donc, la compétition, mais il faut féliciter la Côte d'Ivoire, le gouvernement et le président Alassane Ouattara qui a mis tout en œuvre pour qu'on puisse avoir une telle organisation. Sur le plan donc, de la pratique même donc, du sport, ben, je pense que, coach pourra me dire peut-être autre chose, mais c'est la première fois qu'on voit autant de buts. Sur 36 matchs, c'est 89 buts marqués, soit en moyenne 3 buts par match, mais c'est extraordinaire. Hier, 2 matchs, 4 buts en phase donc, de 8e de finale. Ça s'est produit en tout cas rarement dans ma jeune mémoire lors donc, des compétitions de Coupe d'Afrique. Donc, à ce niveau, techniquement, en termes de spectacle, je pense que la Coupe d'Afrique de cette année promet. Et donc, on ne peut qu'être satisfait. À mi-parcours, en tout cas, pour ce qui nous a été donné de voir, on peut vraiment dire que bravo à tous les acteurs donc, du football. Gervais Rigaud, cette compétition est en train d'être la meilleure, selon vous? Oui, je pense qu'en termes surtout d'organisation, d'abord, il faut dire que la CAF a recadré les choses dès le départ.
c'était 16 équipes au départ, mais maintenant on est passé à 24 équipes. Donc la fête devient encore plus belle et plus grande. Ça invite 24 nations. Deuxièmement, c'est qu'ils ont instauré la VAR. À la CAN du Cameroun, la précédente, on avait que la VAR à partir des quarts de finale. Donc à partir de la VAR, personne n'est à l'abri. Donc la CAF avait tracé déjà. Deuxièmement, c'est que la Côte d'Ivoire, qui est le relais de la CAF, a vraiment fait vraiment mis les petits plats dans les grands, parce que quand tu as une bonne pelouse, que tu as un bon ballon, que tu as du public, ça ne fait que véritablement motiver les joueurs à produire plus. Voilà, donc véritablement la Côte d'Ivoire aussi a véritablement accompagné tout cela, surtout avec un réseau routier qui permet aux supporters d'aller et venir aussi rapidement que possible. Et ça, on a vu un peu lors de la CAN en Afrique du Sud, que la ville était trop grande et les déplacements étaient difficiles. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, le déplacement n'est pas difficile, les supporters arrivent facilement. C'est vrai qu'il y a eu le ticket gate, mais ça a été rapidement réglé. Et on voit que même ceux qui n'arrivent pas à avoir accès au stade sont aux alentours du stade. Et cet engouement-là vraiment motive les joueurs. On voit qu'il y a beaucoup de buts parce que la pelouse est tellement bonne que le football est devenu offensif. Voilà, ça ne retarde pas le jeu et tout le monde tout le monde regarde la VAR. Les buts sont disséqués, personne n'est à l'abri. Et on a même vu que la Côte d'Ivoire a été victime de 2 buts refusés, tout ça. Donc, notamment, tous les ingrédients sont là pour faire une bonne sauce, en tout cas. Pour faire une bonne sauce. C'est sûr, on va revenir à notre sujet principal. Sur les 8 équipes éliminées au premier tour, il y en a 5 qui se sont séparées de leur sélectionneur. Une 6e, c'est la Côte d'Ivoire. Pourtant, elle est qualifiée. Beaucoup pensent que les dirigeants de l'équipe de Côte d'Ivoire n'auraient peut-être pas laissé partir Gassé s'ils avaient la certitude qu'on allait passer au 2e tour. Ouais, je pense, à mon avis, que cette décision peut-être a... Parce que l'élimination n'était pas encore officielle quand il est... Oui. Donc, laisser partir l'entraîneur, même s'il a fait un mauvais résultat, on a vu dans son état d'esprit, avec sa tête entre les mains, déjà, ça montrait un peu son état d'esprit. Mais on devait peut-être prendre beaucoup de recul pour attendre donc la fin de la compétition pour prendre une telle décision. Parce que faire partir l'entraîneur et garder son adjoint, bon, c'est trop tôt de faire des analyses à ce niveau. Il faut faire confiance à notre jeune frère Faye MS, qui est un entraîneur aussi expérimenté et entraîneur de U23. Donc, je pense qu'il a les qualités pour être un entraîneur. Mais avec Gassé, puisque les deux ont travaillé ensemble pendant près de 2 ans, il aurait été bon, en tout cas de mon point de vue, que Gassé reste, corriger peut-être les erreurs et ne pas aller dans la précipitation. Mais peut-être que les dirigeants n'ont pas cru, puisque le Ghana donc, marquait déjà 2 buts à 0. Et tout ça, on pensait qu'on allait tomber déjà après le 3e match. C'est ça. Donc une décision a été prise, il est parti, mais il faut faire avec, il faut faire confiance à ça. D'ailleurs, Gassé, il a démissionné ou on s'est séparé de lui? Je pense que c'est un peu flou, mais quoi tu vas pouvoir... Mais je pense que... il a démissionné ou alors on l'a limogé? Non, il a l'un ou l'autre, je pense que... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on garde? Il avait le droit de démissionner. Parce que dans un vestiaire, il y a l'état d'esprit, il y a le climat propice à l'épanouissement du travail. Et je pense que dans le cas de Gassé, le climat n'était plus propice. Donc qu'est-ce qu'on lui reprochait? On allait de mal en pis. On perd 1-0 contre le Nigeria. Bon, c'est pas trop la catastrophe, parce que le Nigeria et la Côte d'Ivoire se tiennent quand même. Mais perdre 4-0 contre la Guinée équatoriale, quel climat il allait installer pour la suite de la compétition? C'était là la grande question. C'est ce qu'on lui reprochait. Voilà. Le climat n'était plus propice à l'épanouissement des joueurs. Et c'était du fait de Gassé, Jean-Louis. Les joueurs ont perdu la confiance de l'entraîneur. Et ça, c'est dans le management, quand tu regardes le premier match, on joue, à la mi-temps, il mène, il fait sortir son latéral droit. Il va douter. Au 2e match, il fait sortir son défenseur central. Il change de défenseur central. La défense fait quoi? La défense commence à douter. Le milieu, on pense que le milieu est lourd, il doit les repositionner. Au lieu de les faire jouer en A, il les fait jouer en V. Il ne les repositionne pas. Les ailiers qui étaient là, qui dans les matchs de préparation ont vraiment flambé,
on constate qu'eux aussi sont en doute parce que dans le management, il est fait sortir. Alors, c'était quoi le problème de Gassé? Était-ce le positionnement de ses joueurs? Était-ce la feuille de match, ceux qui y étaient inscrits? Ou c'était depuis le départ ceux qui ont été appelés pour cette sélection 2023? Je pense que Gassé, quand vous regardez bien son jeu, quand moi en parlait tout à l'heure, il y a un problème du système de jeu. Il n'a pas réussi à adapter son système de jeu à la situation. Nous avons joué un premier match que nous avons gagné, c'est normal. Mais le deuxième match, on avait déjà 3 points. Il rentre dans le jeu, le Nigeria refuse de jouer, reste derrière, joue un système tabouret, alors que c'est le Nigeria qui devait faire le jeu, puisqu'ils avaient 1 point. On avait déjà 3 points, on était qualifiés si on gagne 1 point. Ça fait 4 points. Mais lorsque l'équipe adverse refuse donc de sortir et a un système donc, derrière, tabouret, et qu'on fonce, il n'y a pas de but, à un moment donné, il faut aussi essayer de rester derrière, laisser l'adversaire aussi se sortir pour se laisser découvrir. Mais il est resté statique, il est resté dans le même système de jeu, sans efficacité devant les buts adverses. Mais à un moment donné, ça donne confiance donc, à l'équipe adverse et ça fait douter nos garçons. Donc, dans le troisième match, ça a été carrément le même système. La Guinée équatoriale n'a pratiquement pas joué. Alors là, ils n'ont pas joué. Ils ont profité des contres, des erreurs donc, défensives. À force donc, de foncer, on n'a pas réussi à marquer avec des actions concrètes donc, de but. C'est à ce niveau-là aussi qu'il faut voir un peu l'état, le mental donc, des joueurs. Ils n'ont pas réussi à concrétiser près de 5 actions de but. Mais ça, c'est D'accord, ça, on parle de Gassé. Mais nos hommes, est-ce qu'on a les hommes qu'il faut? Oui, je pense qu'il y a aussi les hommes qu'il faut. Je pense que quand même, on l'a vu dans le match précédent. Les hommes sont là. Quand tu as un milieu de terrain comme Seko Fofana, je veux dire, que tu as une défense où quand même les joueurs même qui ne jouent pas comme Odilon Kosonou sont premiers en Bundesliga, tu as les joueurs. En attaque, on a le jeune Karim Konaté qui joue la Ligue des Champions avec son club, qui a une grosse expérience de la haute compétition. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Est-ce que dans le groupe, il y a ceux qu'il ne nous faut pas aujourd'hui? Oui, mais je pense que cette Coupe d'Afrique ne peut pas se jouer avec les 27 joueurs. Les autres équipes, vous ne me direz pas aussi qu'ils ont joué avec 27 joueurs. Il y a un noyau dur. Et nous, on a déjà un noyau dur. Et à partir de ce noyau dur, on peut faire le meilleur. On peut bien exploiter son noyau dur. Et je pense que dans la disposition technico-tactique, c'est pas bon. Dans le coaching, c'est pas bon. Dans le management, parce que le thème coach englobe beaucoup de choses et c'est ces différentes qualités-là que Gassé n'arrive pas à véritablement dégager. Et véritablement, il faut passer à autre chose parce que l'état d'esprit de la compétition, vraiment, est crucial. Et si on y prend garde, c'est vrai, déjà les autorités ont déjà pris les responsabilités, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire en sorte que les joueurs, à leur niveau, c'est vrai, on va tout faire, mais il faut leur dire qu'on peut tout donner à un joueur, sauf la motivation et la détermination. C'est à eux de prendre le relais. C'est vrai qu'on va avoir des supporters, on va avoir les autorités, on va avoir les dirigeants qui veulent faire comme ça, mais eux, ils doivent pouvoir prendre le relais. Et je pense qu'à ce stade de la compétition, ils sont suffisamment motivés. Hein. En tout cas, miraculeusement, on est repêché en tant que meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc. Oui. Emers Faye prend le relais. L'adjoint de Gassé, il prend le relais. Alors, c'est quoi? Forte pression sur lui? Oui, effectivement. Aujourd'hui, avec la situation que la Côte d'Ivoire a vécue par rapport au troisième match, naturellement, il y a une pression sur Faye Emers. Ça, c'est clair. Il prend l'équipe dans une situation d'extrême urgence où il faut, donc, avec en face de lui... En extrême détresse aussi, avec tout ce que l'équipe a subi. A vécu, le choc subi par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous avons repris goût donc, à la compétition après, comme vous l'avez dit, la victoire donc, du Maroc. Donc, au niveau des supporters, l'état d'esprit donc, est revenu à son meilleur niveau. Et Faye Emers aujourd'hui doit être sous pression. Mais je pense qu'en tant que professionnel,
Et c'est un aguerri, il est très aguerri et je pense qu'il va très rapidement remonter parce qu'il a vu, parce que tout dépend donc du message que le public envoie, que le peuple envoie. Malgré la lourde défaite historique et humiliante, le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui... est debout comme un seul homme. On a vu à leur arrivée à Yamoussoukro l'accueil qui leur a été réservé. Ça veut dire que le peuple même a tourné la page donc, de cette défaite. Et donc naturellement, ça donne une source de motivation à l'entraîneur et à l'ensemble donc des 27... Comment il doit s'y prendre pour faire gagner son équipe aujourd'hui? Une équipe, comment il doit s'y prendre avec elle? Une équipe qui se croyait out, qui se croyait déjà hors compétition. Bon, j'ai vu son message, son premier message. Il a lancé une opération rachat. Je pense qu'il est dans la bonne dynamique. C'est une opération rachat. C'est aux joueurs de pouvoir déclencher ce rachat-là. Parce que l'élément déclencheur ici, ce n'est pas l'entraîneur, c'est les joueurs. Il faut que les joueurs arrivent à déclencher ce mouvement. Et deuxièmement, c'est qu'à l'image de regarder l'équipe de la Mauritanie, 2 défaites, et puis le 3e match, ils croisent un géant comme l'Algérie. On connaît tous l'Algérie, mais la Mauritanie élimine l'Algérie, carrément. Et se qualifie pour la première fois donc c'est à eux d'écrire leur histoire. Il faut qu'on arrive à une étape où les joueurs doivent prendre des responsabilités. Quand on regarde cette ossature-là, quand même, il y a assez de joueurs qui ont assez de vécu. Et quand le jeune Lamine Camara du Sénégal, à sa première Coupe d'Afrique, signe un doublé à son premier match, ça veut dire que psychologiquement, nos joueurs doivent sonner la révolte. Voilà, c'est à ce niveau-là que son discours doit être véritablement axé et que eux, ils ont un rôle d'encadrement, d'encadrer tout ça. Je pense qu'il y a un staff, c'est vrai que Faye Mess est cité, mais on a un Alain Guamene qui est là-bas, et ils ont renforcé un peu. Donc, ils doivent pouvoir conjuguer ces efforts-là et dire aux joueurs surtout, le maître mot, jouer ensemble. Jouer ensemble. Ce n'est pas là qu'on doit avoir les divisions, mais surtout se mettre ensemble pour pouvoir... Parce que là, on a un derby sous-régional. Le derby, on a vu les derbys sud-américains, européens. Vous avez vu la France et le Brésil disputer la finale de la Coupe du Monde. Mais tout le monde voyait le Brésil favori. Mais à la fin, on a vu que la France a gagné 3-0. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Donc c'est là. Ça veut dire que quand il y a un derby, il n'y a pas de favori au début. Ce derby-là, il n'y a pas dit que le Sénégal est favori par rapport à la Côte d'Ivoire. Parce qu'un seul fait de jeu, à la première minute, pénalty de la Côte d'Ivoire, carton rouge, des favoris du Sénégal, vous allez voir que ce match va changer. Donc, c'est une affaire de fait de jeu. Donc, on n'a pas à avoir peur. Il faut pouvoir foncer directement et puis jouer crânement et nous ramener l'histoire de 1986. On était en Égypte, où la Côte d'Ivoire avait battu le Sénégal sur une courte victoire 1-0. On a tous jubilé ce jour-là. Il faut nous faire jubiler comme ça. Ça va se faire. Ça, c'est les joueurs. Kokoranzi, dans quel état d'esprit, comment on doit vivre ce match demain? Les supporters, les encadreurs, le peuple ivoirien, les encadreurs, le peuple ivoirien, tout le monde. Le coach a parlé des joueurs, tous les autres acteurs. Comment on doit vivre ce match? Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les supporters, les autorités, vont constituer donc le 12e homme pour pousser donc nos éléphants à la victoire. Parce que comme le coach l'a dit, tout va se jouer au niveau du mental. Quel sera le mental même du peuple qu'il va donc communiquer naturellement donc aux joueurs pour nous rapporter donc la victoire. J'ai entendu quelque part que les Ivoiriens n'ont pas trop la culture du soutien de leurs équipes dans les stades. Pousser. Ils y vont, ils assistent comme des spectateurs, mais pousser, ils n'ont pas été assez instruits à cela. Je pense que lors du premier match, ça a été le cas, effectivement. On a vu un public qui était beaucoup spectateur que supporter. Mais après, les 2 matchs, malgré que ça n'allait pas, mais on a vu le public donc pousser les joueurs. On avait donc des vagues de mains donc, qui montraient la détermination donc, du public. Et même lorsqu'on a été battu 4-0, on a vu un public qui est resté vraiment fair play. Fair play, en train d'applaudir l'adversaire. Donc, c'est ça aussi l'hospitalité que nous démontrons donc, au cours de cette CAN. Et je pense que avec l'esprit positif qu'aujourd'hui dégage le peuple de Côte d'Ivoire, il y a une sorte donc, de vague de communication, de contamination, donc qui va prendre naturellement
l'encadrement technique, les joueurs et tous ceux qui... Et puis il y a eu l'épisode Hervé Renard, il y aurait eu des négociations autour de sa venue. Est-ce que cela n'aura pas d'impact un peu sur ce qui va se passer lundi? Non, je pense que là, c'est comme si quelqu'un se noie. Quand on se noie, même la machette la plus tranchante peut nous sauver. Donc, que toute expertise ne soit pas mise de côté, même s'il n'a pas été chose nommé, même dans les coulisses, s'il peut intervenir, il faut le faire intervenir, parce que véritablement, nous, on est en position de faiblesse. Il ne faut pas regarder la main qui va nous aider. Voilà, il faut vraiment conjuguer nos efforts. La preuve, c'est le Maroc qui nous a qualifiés. Voilà, le Maroc a joué pour nous, donc ça peut venir d'ailleurs. Quand on va les rencontrer dans les prochains matchs, on devra leur marcher dessus quand même pour passer malgré le football ne dit pas ça. Ah ouais. Le football ne dit pas Il va falloir qu'on les gagne pour avancer, parce que cette coupe, elle reste ici. Merci coach, merci beaucoup. Merci. Un dernier mot, 30 secondes. Alors, le dernier mot, c'est de demander au public de sortir massivement. Yamoussoukro doit être couvert donc d'orange, ceux qui sont à de blanc ou de vert, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nos frères de la diaspora, puisque je suis de la diaspora, demander à tout le monde de rester en prière, concentré, de sorte à ce qu'on puisse leur envoyer une énergie positive. Et cette victoire, on va revenir avec elle. Merci coach Gervais Rigaud. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur du Stella Club d'Adjamé. Merci aussi à monsieur Kokoranzi, fervent supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Bon dimanche à tous les deux et bon retour chez vous. Nous allons y aller. Et pour vous accompagner, on aurait aimé le faire en prière de l'église d'Eima, une prière